Comment faire progresser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes? C'est le thème de notre débat avec Morgane Lyon, fondatrice d'Equaliwork. Bonjour, bienvenue. Et Marie Donzel, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice associée chez Alternego, cabinet de conseil. Peut-être un mot d'Equaliwork pour commencer. C'est une plateforme qui est destinée aux salariés, hommes et femmes, un lieu de quoi? De témoignage, de notation, comment vous le définissez? Oui, alors exactement. Oui, alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Donc effectivement, Equaliwork, c'est une plateforme sur laquelle on invite les salariés, en particulier les femmes et les personnes qui sont issues de groupes minoritaires, à venir donner leur avis, témoigner sur leur expérience sur un employeur, sur les critères d'égalité, diversité, inclusion, formes de discrimination qui ont pu être vécues sur le lieu de travail. Donc on relève effectivement principalement un critère qui est: est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime de cette forme de discrimination? Puis on a toute une liste. Et la particularité, c'est qu'ensuite, on va croiser ces informations-là avec les profils sociologiques des répondants, c'est-à-dire leur âge, donc bien sûr leur genre, mais leur âge, est-ce que les personnes ont une forme de handicap, quelle est leur ethnie perçue, etc. Ce qui va permettre de pouvoir tirer des enseignements, des statistiques qui non seulement concernent les femmes et les minorités, mais qui en plus de ça vont pouvoir être croisées et donc donner ce qu'on appelle des statistiques intersectionnelles. Et vous en faites quoi après dans la relation avec les entreprises? C'est ça qui m'intéresse aussi. Alors, la première chose, c'est qu'on en fait des campagnes de communication pour porter l'attention déjà sur le besoin justement de produire ce genre de statistiques intersectionnelles, qui est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en France et en Europe à cause d'une réglementation qui est assez stricte en la matière. Donc, la première chose, c'est de porter l'attention du public dessus. Et effectivement, ensuite, c'est de pouvoir tirer des enseignements par secteur, par région, par entreprise, pour pouvoir alerter sur des signaux faibles qui n'auraient peut-être pas été entendus par les DRH ou les responsables diversité. Alors, il y a des outils pour faire progresser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, notamment cet index de l'égalité professionnelle qui a été mis en place depuis 2018. Les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent publier cet index. Comment il fonctionne, Marie Donzel? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, ça a changé, que ça a énormément simplifié un outil qu'on avait déjà depuis 1983 dans l'ensemble du corps législatif qui avait été mis en place par Yvette Roudy, qui était le rapport de situation comparée, qui était perçu comme étant quelque chose d'assez lourd pour les entreprises, parce que voilà, ce rapport devait mélanger beaucoup d'indicateurs. Et là, il y a deux choses. D'une part, il est assez simple et facile de collecter la donnée pour les entreprises. De surcroît, il est quand même associé à, je dirais, un petit bâton qui est le fait d'avoir une amende. Bon, alors même si l'amende est d'1% de la masse salariale, ce qui n'est pas une très grosse amende, mais il y a un petit bâton. Et puis il y a une carotte qui est le fait qu'il est quand même très porté par le gouvernement, par les médias, etc. et qui permet aux entreprises de beaucoup communiquer dessus. Oui, c'est la marque employeur qui peut en bénéficier. Et la fierté des salariés aussi. Évidemment. Donc on est sur un index de 100 points. Je vais juste détailler les critères. Écart de rémunération femmes-hommes, c'est 40 points. Écart de répartition des augmentations annuelles, c'est 20 points. Écart de répartition des promotions, 15 points. Nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, 15 points. Et puis la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, c'est 10 points. Est-ce qu'il a permis cet index, alors ça fait 3 ans, enfin à peine, de réduire les différences et d'améliorer la situation? Malheureusement, je crois. Non, malheureusement, non. Alors, on est aussi dans un contexte qui rend les choses un peu plus difficiles à évaluer. Pour l'heure, il n'a pas encore complètement permis de réduire, notamment ce fichu écart inexpliqué, qu'on situe autour de 9-10% d'écart discriminatoire. Là où on a à 17% en équivalent temps plein et on va monter jusqu'à 25% en écart de rémunération brute. En revanche, il a véritablement sensibilisé et aider à structurer des politiques d'égalité professionnelle dans les entreprises. Et il a fait tomber des tabous. Il y a un tabou, par exemple, qui était le budget de rattrapage des écarts salariaux. Moi, je le voyais dans des entreprises très innovantes, très, très volontaires, il y a 5-6 ans. Et c'était, oui, vraiment un tabou. Même, on se demandait si ce n'était pas de la discrimination positive, est-ce que ça n'allait pas entamer les primes, les bonus, etc. Et comme maintenant, il est intégré, associé
à l'index Pénicaud, c'est plus un tabou. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas compliant, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français, si vous n'êtes pas conforme, vous devez dégager un budget de rattrapage salarial et on n'en parle plus. Et ça, c'est des choses qui ça règle la question. On a déjà débattu sur ce plateau de la parité dans les CODIR et dans les COMEX. Les entreprises plus paritaires dans leur gouvernance, est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce qu'elles sont moins inégalitaires en matière de salaire? Alors, les entreprises qui ont une plus grande parité dans leurs instances de direction, un point qui demeure important à souligner, c'est qu'elles génèrent plus de revenus. Oui, elles sont plus efficaces. Elles sont plus performantes. On en avait débattu ici. Maintenant, sur est-ce que ça a des répercussions sur le reste de la structure de l'entreprise? Et notamment sur la question salariale. Alors, ce n'est pas forcément établi. Le fait d'avoir plus de femmes en poste de direction ne se répercute pas forcément sur le reste de la hiérarchie, seulement parce qu'il reste encore un certain nombre de biais qui affectent les femmes, notamment la peur de se démarquer par rapport au reste du groupe. Et donc, il y a un petit peu cet effet de reine des abeilles qui peut parfois avoir lieu et qui, finalement, fait que les femmes... alors, ça reste des exemples, mais il n'y a pas forcément les actions correctives les plus pertinentes qui sont mises en place. Si vous deviez proposer l'une et l'autre un outil, un levier d'amélioration, vous diriez quoi? Morgane Lyon, pour commencer. Alors, à mon sens, le premier outil, ça serait de revenir à la définition même de ce que c'est que l'égalité salariale. Parce qu'on a tendance à penser que l'égalité salariale, ça veut dire le même salaire pour le même travail. La réalité, c'est que c'est pas ça. L'égalité salariale, ça veut dire le même salaire pour un travail de valeur égale. Et là, ça change tout. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont plus féminisés, des métiers qui sont plus masculinisés. Ça pose un vrai souci parce que les corps de métiers qui ont tendance à être investis par les femmes tirent les salaires vers le bas. Ça a été le cas, par exemple, lorsque les femmes ont investi le secteur de la biologie, les salaires ont perdu 18%. Inversement, lorsque les hommes investissent des métiers, les salaires sont tirés vers le haut. L'exemple le plus frappant, bien sûr, c'est tous les métiers de l'informatique. Et donc, il y a une vraie nécessité à réévaluer la valeur du travail et pouvoir comparer des métiers qui vont être effectués plutôt par des femmes à des métiers plutôt effectués par des hommes, mais qui en sont la même valeur. Donc il y a plein de travaux qui ont été menés dessus, et c'est un peu compliqué, mais il y a 4 critères principaux qui Alors là, on ne va pas avoir le temps de les déployer, parce que je vois le temps qui file. Pardon de vous interrompre, non. Mais je préfère vous laisser quand même un peu de temps à Marie Donzel pour votre option, votre solution, votre levier. Je vais compléter quand même ce que dit Morgane Lyon, qui est extrêmement intéressant, qui est déjà, il faut peut-être aussi arrêter de parler de salaire, mais parler de rémunération, parce qu'on voit que ce qui fait la différence la plus globale, ce n'est pas tant le salaire fixe, mais que ça se joue sur les primes, sur les bonus, sur les promotions, etc. Donc il faut parler rémunération globale. Mais moi, en revanche, je suis un petit peu radicale sur si j'avais un levier. Et je pense que c'est un levier qui va au-delà de la seule égalité entre les femmes et les hommes. Je suis très favorable à la transparence salariale. Pas seulement la transparence des grilles, mais je ne vois pas pourquoi il est encore complètement tabou de ne pas dire combien on gagne, combien qui gagne, sachant que pour avoir mené... lutter contre la culture française. Je lutte contre la culture française. Ce rapport schizophrénique à l'argent qu'on a. Tout à fait. Il n'empêche que moi, on me racontait depuis des années que les femmes ne négociaient pas leur salaire, qu'elles étaient timides, etc. J'ai mené une expérience pilote dans une équipe, dans une entreprise, avec la transparence salariale. Et ben, je vous assure que les femmes qui se sont rendues compte que le voisin d'à côté qui bossait ni mieux ni moins bien gagnait 10, 15, 20% et qu'il se positionnait mieux sur les primes, elles n'ont pas été timides pour aller voir le DRH. J'espère bien, elles sont allées négocier. Donc je crois beaucoup à la transparence salariale. Bon, je vais terminer avec quand même une nouvelle un peu optimiste, c'est ce baromètre de l'égalité hommes-femmes, ça va au-delà des rémunérations dans les plus grandes entreprises qui est publié par le cabinet spécialisé Equilip. Alors ils ont été sondés, testés 3700 entreprises avec une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Figurez-vous que la France arrive en tête ça donne 27 pays concernés pour les 3700 entreprises. La France arrive en tête des 27 pays concernés. Et il y a 3 entreprises françaises parmi les 10 premières, L'Oréal, Kering et
Orange. Voilà, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas avec une Miss Écologie à vous présenter.